Il fera une consultation. Gilles Proulx. Plus ça change, plus c'est pareil. Richard Martineau. Vous devez être content de ça, vous. Tout continue, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème. La rencontre Proulx-Martineau. On a affaire à une société qui a été élevée dans la ouate. Gilles, il y a bien des gens qui disent qu'est-ce que Denis Coderre fait à se lancer à chefferie du Parti libéral. Il va se faire ramasser, il va sortir de là à quatre pattes, ça va être épouvantable. Vous dites dans votre chronique aujourd'hui au contraire, il sait fort bien ce qu'il va faire. Il est intelligent, il est quétaine, mais c'est un quétaine intelligent quand même, pour lui admettre ça. Et souvent, je l'appelle le politicien de bas de gamme, et je maintiens cette image. Il va toujours faire son tour chez le barbier des sportifs, chez Ménic. Ménic est mondialement connu. Le samedi, il va donner des poignées de main, avec la casquette des expos. Tout ça pour projeter une image, c'est une manipulation. Moi, vous la ramenez, moi, à l'équipe de baseball. J'ai été maire, mais pas laissé faire mon deuxième mandat. Quand il va aller à Québec, il va mettre une tuque des Nordiques, peut-être. Moi, vous ramenez les Nordiques. C'est une belle manipulation. C'est habile, mais quand même, c'est pas le gars qui va être élu. Mais il a quand même un impact chez les francophones quétaines qui ne peuvent pas évoluer d'un iota vers le haut et l'affranchissement. Alors, il va chercher les votes-là dont a tellement besoin le Parti libéral, qui est un parti sans muscles, sans essence. Alors, avec cela, il va se bâtir une banque de votes. Et quand arrivera l'émergence du candidat qui va être prédominant, là, sûrement un qui va être à connotation économique, ben voici, moi je t'appuie, je te donne mes votes et en échange de quoi, tu me donnes un ministère. Donc, c'est un bon calculateur, dans le fond. Fait qu'il fait ça en sachant fort bien ce qu'il va faire, là. Il sait fort bien. Pensez-vous qu'il va avoir des appuis? Ben, dans la députation, j'en doute beaucoup. Parce que là, les sondages, là, ils n'ont pas l'air à pouvoir l'avoir. Là. Il a baissé depuis qu'il est allé faire sa marche sanctifiante. Il a été peut-être un peu trop longtemps en dehors, mais là, il va revenir. Mais tu vois, c'est tellement de la manipulation quétaine. C'est le 21 juin, le jour le plus long de l'été et de l'année, que je vais vous annoncer ce qu'on sait déjà et qu'il l'a déjà annoncé. Alors, c'est un manipulateur fort habile, il n'y a pas de doute. C'est un politicien professionnel. C'est ça. Lui, il est né dans la politique quasiment. Il en a fait toute sa vie. À un moment donné, il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. Comme disait Charles Aznavour. C'est un politicien vieille école quand même, hein, qui n'existe ou qui existe de moins en moins. Heureusement d'ailleurs. Mais moi, je pense que malgré tout cela, c'est un bon manipulateur qui va réussir peut-être à se négocier un job. Pourquoi? Pour pouvoir être face aux caméras. C'est sa drogue. C'est quoi ses idées? On ne sait pas. Il n'y a pas vraiment d'idées. Je me nourris des caméras qui viennent me voir. Ça se limite à ça. Et il y a eu 2 ou 3 ministères au fédéral. Qu'est-ce qu'il a fait de tant transcendant? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, tu regardes la politique d'un tel ou une telle. Prenons Jean Garon. Tiens, Jean Garon. Ah, on pense tout de suite au zonage agricole. Comme Laurent, on pense à la langue. Bon, d'autres ministres qui ont bâti quelque chose, qui ont laissé une signature. Madame Yvon, l'aide médicale à mourir. Voilà, cette belle fille de Joliette. Oui, exactement. Alors, je ne pense pas que Coderre en est rendu là. Et s'il veut laisser une signature, il faudrait qu'il soit un peu plus audacieux et plus franc, plus québécois, en un mot. Gilles, vous qui êtes vous êtes allé partout à travers le monde, vous êtes bien sûr allé voir les plages du débarquement. Oui. Vous avez vu le pont Pegasus, le fameux pont Pegasus, c'est là où les premiers parachutistes là, qu'on a lancés pour prendre le pont, le contrôler pour que les tanks, après ça, alliés, puissent passer sur ce pont-là. Et quand on est sur le pont, là, qui était vraiment le début du débarquement, le premier parachutiste il a pris ce pont-là, c'est émouvant en maudit. C'est digne des grands films et ça a été répété souvent, il n'y a pas de doute. Et c'est très beau de voir ce matin, en tout cas. Mais on ne nomme toujours que 3 nations. Les Britanniques, les Canadiens et les Américains. Les Américains ont mis le paquet monétairement, mais on oublie que la France a été tassée. On ne voulait pas que De Gaulle soit en évidence. Et la preuve, c'est que le général Leclerc, il a envoyé, lui, des parachutistes à Ouistreham. On n'en parle pas. Ils ont été les premiers à libérer Ouistreham. C'est vrai que la barrière de Ouistreham était moins blindée, mais on a ordonné au général Leclerc, c'est Eisenhower qui va aller lui dire, tu n'exhibes pas les gens de couleur
travailleurs, les gens de la communauté noire, si je dois utiliser le N pour qu'ils soient en évidence. On a fait la même chose avec les Américains. Et on a tassé De Gaulle parce que jusqu'à ce moment-là, pour Franklin... On n'avait pas confiance en De Gaulle. Là. Parce qu'il y avait un uniforme militaire. C'était un général et il y avait une phobie. Il faisait de l'urticaire, Franklin Delano Roosevelt. C'en était du fanatisme. Il va le reconnaître parce que là, quelques jours plus tard, il va descendre sur la terre française. Et là, on voit la multitude française qui avait entendu parler de Gaulle, qui avait désobéi à Pétain, etc., puis qui était condamné à mort par contumace. Et là, les foules se rassemblent autour de lui. Le message se rend à Washington. Et voilà que Roosevelt dit, ouais, on va le reconnaître comme le Français porte-parole de la France libre, de la France de la libération. Et heureusement. Mais pendant ce temps-là, ici, Richard, j'avais toujours amené une autre facette d'un événement qui est louangé. Pourquoi une partie du Québec boudait cette participation à la guerre? Parce qu'il y avait un mouvement qui est parti par le mouvement Jacques Cartier, qui a été suivi par la suite par le Bloc populaire, avec André Laurendeau, Jean Drapeau, Michel Chartrand et d'autres personnalités qui disaient on n'a pas d'affaire à aller se battre pour l'Angleterre, qui nous a flanqué une volée en 1760. Alors, ils nous ont battus, on n'a pas d'affaire. Et c'est un mouvement qui va prendre une ampleur considérable. Il y avait eu 2 consultations populaires à la première et à la deuxième guerre. Pour les mêmes raisons, les Québécois avaient massivement voté contre la conscription. Mais d'ailleurs, excusez, le maire de Montréal avait été arrêté, je pense, parce qu'il était contre la conscription. Il a dit, c'est pas vrai qu'on va aller se battre. Oui. Il était arrêté, puis il était sacré dans un camp d'internement. Oui, ça c'est bon, là, tu précèdes avec Camillien Wood, lui aussi, qui n'a pas voulu remplir les papiers de la conscription. C'était qui le maire de Montréal qui avait été arrêté? C'était Camillien Wood. Okay, puis Jean Drapeau, lui, va être avec Michel Chartrand, peut-on imaginer ça, avec André Laurendeau et d'autres personnalités. Et il va même, en guise de protestation, Jean Drapeau, c'est un jeune avocat, il va aller se présenter dans Outremont contre le général Laflèche qui va le battre. On les appelait, ces gens-là, l'armée de l'ombre. Et il y a eu des multitudes de mariages organisés, bénis par l'Église catholique, parce qu'en étant marié, puis pas ta blonde enceinte, tu vas avoir le choix de retarder ton enrégimentation. Alors, il y a eu nombre de Québécois qui travaillaient ces terres, qui vont aller se cacher, travailler dans les camps de bûcherons, se cacher dans la forêt. La police montée va aller fouiller les camps de bûcherons durant la guerre. Tout ça parce que ces gens-là ne voulaient pas se battre pour l'Angleterre. Il y a Maurice Duplessis là-dedans qui sympathisait avec le mouvement. On en avait peur. Il était chef d'opposition. Radio-Canada fait une grande émission de ralliement avec les intellectuels. Puis Monseigneur Villeneuve, je me souviens bien. Alors là, ils sont tous au micro de Radio-Canada. Il faut participer, Godbout est là-dedans. Il faut participer, il faut aider l'Angleterre. Et Duplessis était contre. Mais là, on le fait venir comme chef d'opposition. Et le gars de la police montée, le GRC, a la main sur le potentiomètre dans le studio de radio pour voir ce qu'il va dire. Et là, il change son discours pour dire, allez-y quand même, il faut défendre la France, notre mère patrie. Et là, je jure que je ne remettrai plus jamais les pieds dans un studio de Radio-Canada, ce qu'il va faire. Et en terminant, le peuple anglais et le peuple français ont été très ingrats. Parce qu'une fois la guerre gagnée, les Anglais ont dit à Churchill, va-t'en chez vous, on veut plus t'avoir comme premier ministre. Il a perdu ses élections, je pense, un an après la fin de la guerre. Même chose avec De Gaulle aussi. Exactement. Qui s'est fait en disant, va-t'en chez moi. Le grand héros, C'est ces gens-là qui avaient permis à ces pays-là de gagner la guerre. Oui, les deux vont ressurgir, mais effectivement, on voit comment que l'ingratitude est spontanée, même si c'est un grand héros. Tu as des grandes cotes ici, tu es une très grande vedette, il peut y avoir une pleure de banane qui fait que tu disparais, puis au bout de 3 semaines, on parle plus de toi, puis tu essaies de te revenir, c'est l'ancien Richard Martineau. On éclipse tellement vite dans notre monde qu'il y a des gens qui sont effacés, qui pourtant sont importants dans l'histoire. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Bon week-end.